ici, sur l'île de Djerba, plus particulièrement sur l'île des Flamands, qui est un endroit paradisiaque, comme vous pouvez le constater, avec une mer bleu turquoise comme dans les Caraïbes. Et nous allons vous faire découvrir cette île exceptionnelle dans laquelle les communautés juives et musulmanes vivent ensemble et se rencontrent, partagent un endroit exceptionnel qu'il va être très agréable de découvrir en votre compagnie. Nichée au fond du golfe de Gabès, l'île de Djerba subjuguait Ulysse par son charme, au point qu'il faillit interrompre son voyage sur ses rivages. Elle pourrait se raconter sur la palette d'un peintre, turquoise pour la mer, blanc pour le sable fin, vert pour les palmiers et orangé pour le soleil qui s'évanouit le soir sur la lagune. Une île qui a traversé la révolution de Jasmin avec sérénité, méritant plus que jamais son nom de Djerba la douce. Soyez les bienvenus. La phrase emblématique qui vous accueille dès votre arrivée en Tunisie prend ici toute sa dimension. La gentillesse des Djerbiens et leur hospitalité est palpable, tout particulièrement dans le souk Essaaba, à Oumsouk, la capitale de l'île. Il est très agréable de flâner dans les ruelles qui s'enchevêtrent à l'ombre des canisses. On y trouve les bijoutiers, les tailleurs, les potiers, les marchands de tissus et les vanniers. Le plus célèbre d'entre eux est Mohamed Kacha, du Fundouk La Vannerie. Il tresse les nattes depuis qu'il a 12 ans, mais pas n'importe lesquelles, celles de la Griba, la synagogue de l'île. Une fierté qu'il partage avec les visiteurs en montrant le papier officiel donné par le grand rabbin. Ça, c'est elle commence qui travaille à côté de papa, l'âge 12 ans, 12 l'âge. Il travaille les nattes pour les mosquées, il travaille les nattes pour les synagogues, 45 années. Les commandes des synagogues travaillent 8 mois. Après 4-5 années, 6 années, ils changent tous les nattes. Oui. Ils travaillent les nattes pour les fêtes, pour les mariages. Oui. Ils travaillent les paniers, les chapeaux. J'ai un grand atelier à la maison. Et j'ai 8 marmites. Les marmites pour teinter des gens, des palmiers. Pour coudre comme celui-là. Ça, c'est avec des gouilles. Voilà. Celui-là, les mêmes techniques comme avant, les familles. Ancien. Tu es fier de ça? Oui, alhamdoulilah. Très fier de ça. Alhamdoulilah. C'est bien. Alhamdoulilah. Et en fait, ici, sur l'île, les juifs et les musulmans, ils vivent très bien ensemble. Ah oui, c'est vrai. Comme avant, c'est pas changé jamais. Hein. Toujours pareil. Ah, toujours pareil, oui, c'est vrai. Toujours les mêmes. Les artistes ont depuis peu investi le souk, à l'image d'Abdeladim, installé lui aussi dans le Fundouk. Parce que moi, j'ai fait la calligraphie et la peinture. Oui, on essaie de partager l'art avec tout le monde. De nombreux tisserands sont installés dans le souk. Il faut 3 jours pour faire un de ces rouleaux aux couleurs chatoyantes. Et si les hommes exécutent, ce sont les femmes qui choisissent les motifs. L'une des curiosités du souk est le caravansérail dans lequel est installé l'antiquaire. Ce véritable musée à ciel ouvert est improbable. Où est-ce que vous trouvez tous ces objets? Il y en a des milliers. C'est des vieilles maisons. Les vieilles maisons. Ici sur l'île de On Djerba? récupère les vieilles maisons. Bien sûr, il y a des gens qui nous amènent. C'est leur aussi métier. Ils nous amènent et nous on achète. Très bien. On restaure, on nettoie. Comme vous voyez. Comme là? Ouais, comme ici. Et on nettoie pour que ça donne une valeur. Pour ceux qui ne seraient pas fans des souks, laissez-vous aller à flâner dans les ruelles qui l'entourent. Il y a beaucoup de choses à découvrir, comme l'église Saint-Joseph. La présence de nombreux pêcheurs italiens et maltais autour de l'île est à l'origine de sa construction en 1848. Cédée au gouvernement tunisien en 1964, elle devient un bâtiment municipal avant de retrouver sa fonction sacerdotale en 2005. En passant sous ces arches récemment rénovées, vous arriverez sur une petite place où se trouvent 2 fundouks. L'un héberge l'auberge de jeunesse qui propose des chambres à 12 dinars la nuit avec le petit déjeuner, soit l'équivalent de 4 €, imbattable. L'autre le café le plus branché d'Oumsouk, où Djerbiens et étrangers se retrouvent le soir venu pour déguster le traditionnel thé à la menthe et regarder les matchs du Real de Madrid, club star en Tunisie. Et si vous venez ici le dimanche matin, vous serez étonné d'entendre des chants d'enfants résonner dans la ruelle. En poussant la porte de l'immeuble qui fait face à l'auberge de jeunesse, vous découvrirez des petites têtes brunes et leurs professeurs s'adonner aux joies du chant.
Se promener dans le souk, c'est également solliciter ses papilles. De nombreux petits restaurants de rue appellent à la dégustation. Vous aurez l'embarras du choix. Pour ma part, je ne manque jamais de faire une halte chez Taoufik, où l'on trouve les meilleures briques de Lille. Pour s'y rendre, il suffit de tourner le dos à la station de taxi à l'entrée du souk et de s'engager dans la rue du 2 mars. Juste à côté du magasin Tout est là, se trouve sa petite échoppe. Je ne saurais pas dire ce que je préfère chez lui, si ce sont ses briques ou son sourire. Après le souk, direction la mer pour prendre le large. Vers Ras Ramel, l'île des Flamands, qui porte bien son nom puisqu'en hiver, ses volatiles majestueux l'envahissent. En fait, ce n'est pas une île, mais une presqu'île. La traversée au départ du port dure 1h30 et coûte 15 €. Elle se fait sur un bateau pirate, identique au bateau du XVIe siècle. Arrivé sur l'île, on vous propose 2 heures de farniente sur la très jolie petite plage qui s'y trouve. Pendant ce temps, l'équipage prépare le repas. Fait de salade tunisienne, briques, couscous, poissons grillés et bien sûr thé à la menthe et fruits de saison, que vous dégusterez sous la tente. Et si vous avez de la chance, à votre retour, vous pourrez voir les dauphins accompagner le bateau. Si un hébergement en auberge de jeunesse n'est pas votre tasse de thé, sachez que Djerba s'est initié ces dernières années au luxe et au bien-être. Hôtel 5 étoiles et centre de thalassothérapie ont fleuri dans cette île-jardin, aux milliers de palmiers et aux oliviers au tronc séculaire. Les 2 hôtels Radisson, le Palace et le Blue, sont des écrins à découvrir. Le Radisson Palace a de nombreux atouts. C'est un hôtel qui a ouvert ses portes en 1996. Il a été repris par la chaîne Residor en 2006 en tant que Radisson. L'hôtel offre 296 chambres et suites réparties en chambre vue jardin, chambre vue mer, suite junior, suite ambassadeur. Bien sûr, une offre de restauration assez variée et riche. Des restaurants à la carte et un restaurant principal pour un service tout au long de la journée, différents services. Donc c'est le premier hôtel dans la zone touristique de Djerba. Les centres de thalassothérapie des 2 hôtels invitent à un voyage sensoriel aux harmonies subtiles. Teck, marbre blanc et décors modernes au Radisson Palace. Ambiance mauresque et couleur sable au Radisson Ulysse, où les coupoles et les méandres rappellent les Menzel, habitation typique de l'île, et font du centre un véritable cocon. À peine a-t-on poussé la porte de ces temples des délices que l'on est au centre de toutes les attentions. C'est vrai qu'en Tunisie, on a une richesse naturelle de produits naturels et du soin ancestral de beauté que la femme tunisienne utilisait et c'est des recettes héritées de grand-mère à une fils. Ces produits, on les a adaptés pour faire du rituel de soins, visage et corps à base d'huile de pépins de figue de Barbarie. Les vertus thérapeutiques sont exceptionnelles, c'est un miracle de la nature. Ils sont riches en vitamines, en substances, en oligo-éléments. Et les huiles du pépin de figue de Barbarie, un antioxydant d'excellence pour la peau. Aussi, c'est une huile cicatrisante, c'est une huile qui hydrate la peau et qui donne un coup d'éclat exceptionnel. Donc ce rituel de soins est composé du nettoyage du visage, extraction, un petit gommage. Après, on fait du modelage avec les huiles et on fait des masques dans le mélange d'argile blanche et les huiles essentielles et les huiles de pépins de figue de Barbarie. Le soin il dure 60 minutes au niveau visage et au niveau corps on fait un gommage avec le tourtereau de pépins de figue de Barbarie. Après on fait un enveloppement d'argile rose mélangé aux huiles pour réagir sur l'élasticité et le collagène au niveau de la peau. Donc c'est un soin raffermissant et on termine par un massage qui dure 50 minutes, un modelage très doux, très relaxant avec des manœuvres traditionnelles inspirées de la tradition berbère et tunisienne. Et au niveau des soins, chaque année, on introduit 1 à 2 massages spécifiques. Aujourd'hui, on est à 12 massages du monde entier. Il y a le Pijat Bali, il y a le Twina, il y a le Kobido, la relaxation coréenne. Il y a aussi le Chinatsang, il y a le massage Shiatsu, il y a le massage Thaï. Donc une palette, une variété de soins. Et cette philosophie nous a permis de fidéliser un nombre très important de clients qui cherchent
en plus de la cure thalasso classique, le bien-être du spa du monde entier. Rien n'a été laissé au hasard, y compris la décoration orientale de la cabine où la lumière dessine des arabesques au-dessus des petits tagines multicolores qui accueillent les produits. L'œil devine dans la brume du hammam, au ton or et chocolat, un bassin d'eau salvatrice aromée. Et lorsqu'il plonge dans la piscine à débordement, à 10 mètres au-dessus de la plage et du jardin, l'eau se confond avec l'horizon. La sensation de flotter au-dessus des palmiers est unique, le luxe ultime. Alors notre centre Ulysse Thalasso est ouvert depuis 2002. Nous proposons pour les clients, que ce soit le client de l'hôtel ou le client qui vient de l'extérieur, des cures de relaxation, de remise en forme, de jambes légères, une cure beauté, une cure détox, à la recherche de la détente, il y a des cures anticellulite. Alors le centre est 3500 m² avec une piscine d'eau de mer chauffée 33 degrés, moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Il y a aussi un hammam, un sauna et plusieurs soins. Notre point fort, c'est les soins énergétiques tels que le shiatsu, la réflexologie, le kobudo. Il n'y a pas de saison pour découvrir Djerba. Le climat y est doux toute l'année. Mais il y a un événement à ne pas manquer, le pèlerinage de la Ghriba, qui est organisé chaque année en mai dans la plus ancienne synagogue d'Afrique, à l'occasion du 33e jour de la Pâque juive. L'architecture de la synagogue est typique de Djerba. Certains anciens racontent qu'elle contiendrait des restes des temples de Jérusalem. L'histoire de la communauté juive de Djerba, ici, la Ghriba, quelque chose de particulier, c'est qu'elle est très ancienne. Et à l'époque de la destruction du temple, les prêtres sont venus en prenant avec eux une pierre du temple. Ils ont pris cette pierre et à partir de cette pierre, ils ont construit la synagogue de la Ghriba. Et donc elle a une sainteté particulière et ce pèlerinage, il est mondial. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde, plus que l'année dernière, qui sont présents et qui participent à ce pèlerinage. Et ici, il y a cette spiritualité, ce qu'on retrouve, puisque c'est aussi la seule synagogue où on ne rentre pas avec des chaussures. On ne rentre pas avec des chaussures. Habituellement, dans les synagogues du monde, on rentre avec des chaussures. Ici, comme il y a un peu cette pierre du temple qui est au temple, on ne marchait pas avec des chaussures dans le temple. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait singulier qu'on retrouve ici. Alors, il y a des coutumes d'abord de prendre des œufs qu'on met dans une petite grotte ici. Et cette grotte semble être la plus proche de cette pierre. Et on les met avec la flamme des bougies, elle cuit. Et on marque dessus des vœux. Voilà, quelque chose, des vœux, souvent pour marier des filles. Et donc ça fait partie des coutumes qui sont ici. On retrouve des traditions millénaires. Ces traditions millénaires, on les retrouve à Djerba, qu'on ne retrouve plus ailleurs. C'est très très émouvant. Parce que ce lieu évoque quelque chose. Il faut quand même savoir qu'il s'agit de la plus ancienne synagogue d'Afrique du Nord. Que cette synagogue est un miracle en elle-même, que c'est le miracle de Djerba, c'est la beauté de Djerba, c'est son unicité, c'est l'enchanteresse. Elle est à l'image de Djerba. Et pour les juifs tunisiens, elle parle parce que l'une des plus vieilles communautés juives d'Afrique du Nord, c'est bien celle-ci, c'est bien celle-là, qui continue d'être avec 1500 juifs aujourd'hui. Et c'est un patrimoine qui appartient aux juifs et même au-delà à tous ceux qui accordent à ce lieu une spiritualité. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a ici également des musulmans, également des chrétiens, également des juifs qui viennent mettre un œuf. Et là, vous avez la cavité. Vous voyez, les femmes descendent ou les hommes descendent. Il fait chaud, l'endroit est très, très exigu. On peut juste se plier, descendre un tout petit peu. Et à gauche ou à droite, vous avez d'ailleurs un peu de place pour mettre les œufs en tant que tels, voilà, avec bénédiction. Et on est très près de la fameuse pierre. Donc la personne dépose ses œufs, fait une petite prière, ressort automatiquement. Et là, regardez là, les tables de la loi que vous avez ici, que vous avez là, que vous avez ici, les symboles en tant que tels. Et là, je vois qu'il y a même les papiers. Des étoiles de David. Comme le mur. Oui, des papiers, ce sont des bénédictions, ce sont des demandes, ce sont des vœux. Et là, vous avez également
La main de Fatma qui est là, je l'ai vue ici également. C'est un signe de protection contre le mauvais œil, contre les malédictions, etc. Là encore, on retrouve des étoiles de David, on retrouve les 10 commandements que vous avez là. Voilà. Et puis un ensemble de choses qui ont été faites en mémoire de gens qu'on n'arrive même plus à lire d'ailleurs, parce que certaines sont tellement vieilles qu'on n'arrive plus à lire. Elles peuvent dater de quand, à votre avis, les plus Alors, anciennes? J'ai entendu dire, mais je ne saurais le confirmer, que certaines plaques avaient été enlevées et remplacées par d'autres, et qu'apparemment ces plaques dateraient des années 50. 1500 juifs qui vivent ici, alors qu'il n'y a pratiquement plus de juifs qui vivent dans le monde arabe, dans la sphère arabo-musulmane. Ils sont attachés à leur terre, ils se sentent tunisiens, et je pense qu'il est important qu'ils restent ici. Ce pèlerinage témoigne de la singularité culturelle et religieuse de l'île, où juifs et musulmans vivent depuis des décennies dans un respect mutuel. Une singularité pour un pays musulman qui a pour cette raison demandé l'inscription de l'île au patrimoine mondial de l'UNESCO. Djerba regroupe toutes les communautés, toutes les religions et son histoire. Et son histoire est jalonnée de rencontres et de mélanges entre différents peuples et différentes cultures. Et cela s'est passé toujours dans la convivialité et dans un esprit très pacifique. Si on prend l'exemple des événements récents suite au printemps arabe, il ne s'est jamais rien passé à Djerba. Djerba a toujours été une terre de paix, une terre de solidarité, une terre de fraternité. Nous avons rencontré à l'occasion du pèlerinage Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France, qui porte l'événement culturel Djerba invite la France, qui va durer jusqu'en octobre. 4 mois de manifestations qui à la fois sont des manifestations culturelles, des spectacles, des chorégraphies, des grands spectacles populaires, de la musique, un grand concert de la tolérance le 2 juillet. En ce moment même, ces rencontres de Djerba qui, à très haut niveau, je veux dire, je suis très impressionné d'entendre des paroles aussi fortes, aussi averties de scientifiques, de chercheurs qui viennent du monde entier pour parler de cette tolérance tunisienne, mais aussi des événements plus durables, à savoir des créations d'une alliance française, il y a maintenant quelques semaines, début septembre, la première école à enseignement français à Djerba, l'école Victor Hugo. L'idée, c'est simplement de montrer que tout est culturel, et même l'économie, et même la paix, c'est culturel, et que donc, à travers la culture, on peut faire passer la bonne nouvelle d'une Tunisie, qui est une Tunisie évidemment extrêmement ouverte. Vous êtes optimiste sur l'avenir de la Tunisie? Je suis très optimiste, et je ne suis pas optimiste par la foi du charbonnier. Je le suis parce que les fondamentaux sont là, les fondamentaux d'un service public qui a été créé dans les années 50 par Habib Bourguiba, ceux de la santé, ceux de l'éducation, qui sont présents et qui font de ce pays un pays extrêmement cultivé, un pays très éduqué, en tout cas beaucoup plus que bien de ses voisins ne le sont. Et donc il y a là, évidemment, à travers la ressource humaine, à travers un islam tolérant, toutes les conditions, non seulement du succès pour la Tunisie, mais d'un rôle, je pense qu'il est très exemplaire, très modèle, très symbolique évidemment, pour l'ensemble de la région, de ce pays de tolérance et en même temps d'un pays moderne, et d'un pays qui est fier de ses histoires, fier de son histoire, fier de sa religion, fier de ses langues. C'est un exemple pour la région et je dirais pour nous aussi, nous Français. Le tourisme est important évidemment pour l'économie tunisienne. Qu'est-ce que vous diriez aux Français qui hésitent encore à revenir? Que ce pays est sûr. Il est aussi sûr que notre pays l'est ou peut l'être. Qu'un travail extraordinaire a été fait depuis 2 ans par les forces de sécurité et de défense et qui fait que voilà, les hôtels, tous les secteurs liés au tourisme sont extrêmement protégés. Et donc, je crois que cette sécurité, elle est vraiment pensée par tous ceux qui la déploient avec vraiment l'idée d'une sécurité optimale. Donc il ne faut pas craindre la Tunisie, il faut l'aimer. Merci. Je vous en prie. Excellence. Merci à vous.